Au crépuscule, à Boston, au 33e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, Mary Harrison effectue les dernières révisions d'un rapport dont la date limite est imminente. En observant l'étroit couloir du département d'analyse des investissements, elle remarque qu'elle est la seule à faire des heures supplémentaires. Poussant un profond soupir, elle détourne le regard de son écran pour observer les lumières de la ville qui commencent à scintiller à l'extérieur de la fenêtre. « Vous travaillez encore tard ?» Sa collègue Linda lui jette un coup d'œil en souriant. « Qui essaies-tu d'impressionner ?» Mary hausse les épaules. « La force de l'habitude, » dit-elle avec un sourire un peu amer. Mary est une femme ordinaire en apparence. Ses cheveux bruns sont coupés à la longueur des épaules, son maquillage est discret et elle porte un tailleur classique. Bien que d'apparence ordinaire, son esprit était vif. Et les rapports d'analyse des investissements qu'elle produisait recevaient toujours des éloges. Cependant, elle ne s'en vantait jamais elle-même. Le téléphone portable de Mary sonna, et sa mère apparut à l'écran. En regardant l'heure, elle constata qu'il était déjà plus de 7h30. C'est typique de sa mère Elisabeth d'appeler juste à l'heure. « Allô, maman ? Mary, toujours au travail ?» La voix de sa mère contient une pointe de reproche. « Es-tu prête pour le voyage en Floride ? N'oublie pas que je viens chez toi après-demain à 8h du matin. »« Bien sûr, je n'ai pas oublié, dit Mary. Les vacances annuelles en famille ressemblaient plus à une obligation qu'à quelque chose que l'on attendait avec impatience. Taylor est déjà arrivé. Elle et ton père parlent de ton nouvel appartement. Il se demande si le déménagement n'était pas une perte d'argent. Mary ferme les yeux et compte jusqu'à 3. Mon appartement est magnifique. Je peux facilement me l'offrir avec mes propres revenus. Oui, mais Taylor possédait déjà une maison de ville à votre âge. Il n'a pas fallu longtemps à sa sœur Taylor pour entrer dans la conversation de la famille Harrison. Après avoir obtenu son diplôme de droit à Harvard, Taylor a travaillé dans un prestigieux cabinet d'avocats à Boston. La sœur parfaite. La fierté et la joie de ses parents. Maman, je dois finir ce rapport. Je t'appelle plus tard, dit gentiment Mary, mais sa mère est déjà passée au sujet suivant. Tu as vu le nouveau yacht de papa ? Il est sur son Instagram. N'est-il pas magnifique ? Nous l'emmènerons pour ce voyage. C'est bien, a répondu Mary distraitement. Complimenter la dernière voiture de son père George était la réponse attendue. Après avoir raccroché, Mary poussa un profond soupir. Elle a grandi dans une famille riche. Son père George était le président d'une société de promotion immobilière, et sa mère Elisabeth était connue dans la communauté locale comme une philanthrope. De l'extérieur, la famille Harrison semblait parfaite, une belle maison, un statut social et 2 filles. Mais à l'intérieur, c'est différent. Depuis son enfance, Mary a toujours entendu « Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à Taylor ?» Taylor excellait dans tous les domaines sans effort, les études, le sport, les relations sociales, alors que Mary se débattait toujours. Ses réalisations étaient constamment comparées à celles de sa sœur et jugées insuffisantes. « Alors je vais passer une semaine sur un yacht à partir d'après-demain, » murmure-t-elle. Au fond d'elle-même, elle redoute ce voyage. L'enfermement prolongé avec sa famille dans un espace clos était pour elle une torture mentale. Chaque année, elle revenait de ses voyages vidée de ses émotions. Elle termine son rapport et éteint son ordinateur. En rentrant chez elle, elle achète un café et se dirige vers son appartement. Demain, c'était son dernier jour de travail avant les vacances, et après-demain, elle commencerait à s'amuser en famille dans les Keys de Floride. Mary se dit, cette année sera différente. Cette année, elle est déterminée à rester forte même si elle est ignorée, comparée et critiquée. Et elle était temps de cesser d'être blessée par les mots « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Taylor ?» Pourtant, un petit espoir brûlait au fond de son cœur. Peut-être que cette fois-ci serait différente. Peut-être que sa famille remarquerait ses récents succès au travail. Peut-être que son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un message de son père. N'oublie pas d'emporter une tenue de soirée pour le voyage. J'ai prévu de rencontrer des clients importants dans les Keys. Taylor prépare une présentation. Mary soupire. Et elle semblait que cette année ne serait pas différente, après tout. Le soleil de Floride tape sans pitié. Le nouveau yacht de George Harrison, Scion, amarré à une marina privée dans le port de Key West, faisait briller sa coque blanche dans la lumière du matin.
Marie marche le long de la jetée en portant son lourd SAC. Sa famille l'attend déjà sur le pont. Tu es en retard, dit Elisabeth. Elle était habillée dans le style parfait de la vacancière fortunée, avec un chapeau de paille à large bord et une robe de lin blanche. Bonjour, Marie, salut Taylor depuis le pont. Elle se détendait déjà sur une chaise longue, prenant un bain de soleil avec des lunettes de soleil et un bikini. Nous attendons depuis 30 minutes. Mon avion a eu du retard, explique Marie. En réalité, elle était arrivée à l'heure mais avait eu des problèmes avec la procédure de location de voiture à l'aéroport. Le père George lève les yeux du panneau de contrôle du yacht. Nous y sommes enfin. Maintenant, pose tes bagages en bas et nous partons tout de suite, ordonne-t-il sans regarder sa fille. Marie obéit tranquillement et se dirigea vers la cabine. À eu fond d'elle, l'angoisse de ce voyage grandissait, surtout à propos de la destination que son père avait qualifiée d'endroit spécial. Mon île privée, déclara fièrement George à la table du petit déjeuner. Il déguste des omelettes au fromage et des fruits frais dans la luxueuse salle à manger du yacht. Enfin, pas tout à fait la mienne. C'est une petite île que la société loue occasionnellement pour divertir ses clients. Personne ne l'utilise ce week-end. N'est-ce pas merveilleux, Marie? Taylor dit, papa fête ma récente grande victoire au tribunal. Tu te souviens? Le procès de Millennium Tech? Marie porte sa tasse de café à ses lèvres. Oui, j'en ai entendu parler, répondit-elle tranquillement. En fait, elle venait elle-même de remporter un grand succès. Une stratégie d'investissement basée sur son rapport d'analyse avait rapporté des millions de dollars à l'entreprise. Mais elle n'avait jamais eu l'occasion d'en parler. Marie, comment vas-tu? Toujours dans cette petite société d'investissement, demande Elisabeth. Sa voix est toujours empreinte d'une légère pointe de déception. Maman, ma société n'est pas petite. À Boston, elle est, au fait, interrompit Taylor, Ben Crawford m'a invité à dîner le week-end prochain. Tu sais, le gars des fonds spéculatifs. L'attention de ses parents se porte immédiatement sur Taylor. Les paroles de Marie s'évanouirent dans l'air. C'était toujours comme c'est à point et la mer était calme et le yacht se dirigeait doucement vers une petite île. Marie se tenait à la proue, sentant le vent et regardant la silhouette de l'île au loin. Son père se tenait à côté d'elle. C'est notre destination pour aujourd'hui, indique George. C'est petit, mais c'est un endroit magnifique. Une plage privée, une petite forêt et rien d'autre. Une escapade parfaite, tu ne trouves pas? Marie sourit. Marie sourit. C'est charmant, papa, dit-elle. Au fait, mon rapport sur le marché de l'Asie de l'Est le mois dernier a permis aux clients de l'entreprise de réaliser des bénéfices importants. Le vice-président. As-tu entendu parler de Taylor? George ne semblait pas écouter sa fille. Elle est candidate à la prochaine promotion d'associé. Je suis fière d'elle. Marie acquiesce en silence. La brise marine caresse froidement ses joues. L'île était petite, comme George l'avait décrit, mais certainement charmante. Une plage de sable blanc, une mer turquoise et une petite forêt tropicale qui s'étendait à l'intérieur des terres. Le yacht jeta l'ancre dans des eaux peu profondes et le groupe descendit à terre dans une petite embarcation. Préparons le pique-nique, déclare Elisabeth dès qu'elle pose le pied sur la plage. Taylor, aide-moi avec le parasol. Marie s'est naturellement chargée de porter les bagages. Elle transporta silencieusement la lourde glacière et les paniers, installant le tout à l'endroit choisi par ses parents et Taylor. C'est bon, demande-t-elle en essuyant sa sueur. Elisabeth regarde autour d'elle d'un œil critique. La nappe est de travers. Et les boissons devraient être placées plus à l'ombre. Marie prit une grande inspiration et apporta les corrections demandées. Le déjeuner fut somptueux. Salade de homard, fruits assortis, champagne. Comme d'habitude, la conversation se nourrit des travaux de Taylor et des succès commerciaux de George. Marie, n'est-il pas temps de penser au mariage? Demande soudain Elisabeth. Tu as déjà 32 ans. Quand j'avais ton âge, j'étais déjà enceinte de toi. Marie serre son verre de vin à pleine main. Je me concentre sur ma carrière pour l'instant, maman. Mais les occasions de rencontrer des hommes de ton âge diminuent. Tu dois être plus proactive, comme Taylor. Taylor sourit d'un air suffisant. Je t'emmènerai à la soirée de mon cabinet la prochaine fois. Il y a beaucoup d'avocats célibataires.
S'il y a quelqu'un qui serait satisfait de moi, dit Marie à voix basse. C'est à cause de cette attitude que tu es toujours seule, soupire Elisabeth. Marie se lève. Je vais me promener. Personne n'essaya de l'arrêter. Marie quitte la plage et se dirige vers l'intérieur de l'île. En entrant dans la petite forêt, elle put échapper au bruit. Elle trouva une petite clairière entre les arbres et s'assit. Elle était épuisée, non pas physiquement, mais mentalement. Toujours la même chose, murmura-t-elle. Quand me verront-ils un jour? La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, créant de chaudes taches de lumière. Marie ferma les yeux. Juste un peu de repos. Elle ferma ses yeux fatigués et se laissa aller à la lumière du soleil. Lorsqu'elle se réveilla, la première chose qu'elle remarqua fut que l'angle de la lumière avait changé. C'était le soir. Affolée, elle consulta sa montre et constata que plus de 2 heures s'étaient écoulées. Marie se lève rapidement et se met à courir vers la plage. Lorsqu'elle émergea de la forêt, un spectacle choquant s'offrit à elle. Son père, sa mère et Taylor étaient en train d'embarquer sur le bateau du yacht. Tout le matériel de pique-nique avait été emballé. « Attendez » s'écrie Marie. « Vous me laissez derrière vous ?» Les trois se sont retournés. Taylor avait un sourire étouffé. Elisabeth avait l'air confus. Et George, lui, riait. Enfin réveillé. « C'était juste une petite blague, dit George. Cependant, il ne montre aucun signe de vouloir descendre du bateau. Une blague. Marie traversa la plage en courant, essoufflée. Attends, c'est vraiment. Tu peux revenir à la nage toi-même, dit George en riant bruyamment. Ce n'est que 500 mètres. Tu peux le faire à la nage, n'est-ce pas? Papa, ce n'est pas drôle, dit Marie en s'approchant du bateau. Ce sera un souvenir pour la vie, s'esclave Taylor. Elle a déjà démarré le moteur du bateau. George, es-tu sûr de toi? Elisabeth regarda son mari avec une légère hésitation. C'est une adulte, Elisabeth. Laisse-la vivre une petite aventure, dit George en posant la main sur l'épaule de sa femme. Maintenant, allons-y. Attendez. Marie s'écrie, mais le bateau est déjà en marche. Taylor se retourne et fait un signe de la main. Amuse-toi bien, sœurette. Marie s'effondra à genoux. Assise sur la plage de sable. Elle regarde avec incrédulité le bateau transportant sa famille se diriger vers le yacht. Ce n'était pas une blague. Ils avaient vraiment l'intention de la laisser derrière eux. Le bateau atteignit le yacht et elle les vit tous les trois monter à bord. Peu après, le bruit du moteur du yacht résonna sur l'île et la coque blanche commença lentement à bouger. Marie se leva et agita désespérément les mains. Revenez, cria-t-elle. Ce n'est pas drôle. Mais le yacht continua sans changer de cap, s'éloignant peu à peu. Marie reste abasourdie, regardant le bateau transportant sa famille disparaître à l'horizon. Elle se retrouve seule sur une île inconnue. Alors que le soleil commençait à s'enfoncer dans la mer, Marie était enveloppée de solitude et de peur. Assise sur la plage, elle consulte à nouveau son téléphone portable. L'affichage de l'absence de service n'avait pas changé. Elle avait essayé de passer des appels à plusieurs reprises. Mais cela n'avait servi à rien. Ils ne reviendront vraiment pas, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Pendant les premières heures, Marie a tremblé de colère. Ce n'était qu'une farce, se disait-elle, bientôt sa famille reviendrait en riant. Mais à mesure que le temps passe, la réalité lui pèse. Il l'avait vraiment abandonnée. Elle se leva en regardant autour d'elle sur la plage qui s'assombrissait. Il ne restait sur l'île que les vestiges du pique-nique, la nappe, les restes de pain et une bouteille de vin. Marie rassemble ses objets et se prépare à passer la nuit sur l'île. Au moins, j'ai de l'eau, dit-elle en comptant les bouteilles d'eau minérale. 3 bouteilles. Si elle les rationnait, elles dureraient une journée. À l'approche de la nuit, la brise marine de Floride lui semble froide. Elle enroule la nappe autour de son corps et se blottit sur le sable de la plage. Seul le bruit des vagues accompagnait sa nuit solitaire. Pourquoi? Interrogea-t-elle le ciel étoilé. Qu'est-ce que j'ai fait? Des larmes coulent sur ses joues. Depuis son enfance, Marie s'est efforcée de répondre aux attentes de ses parents. De bonnes notes, un bon collège, un bon travail. Mais ce n'était jamais assez. Taylor avait toujours une longueur d'avance, captant l'attention de ses parents. Mais elle ne s'attendait pas à ce genre de traitement.
À cause du vent froid de la nuit et de la peur, elle a à peine dormi. À l'aube, elle se leva péniblement, le corps gelé point d'abord. Explorons l'île, se dit-elle. Il y a peut-être une source d'eau. Peut-être aussi de la nourriture. En commençant à marcher vers l'intérieur des terres, elle se rendit compte que l'île était un peu plus grande qu'elle ne le pensait. Après avoir traversé la petite forêt, il y avait une autre plage de l'autre côté. Marie décida de faire le tour de l'île, dans l'espoir de trouver quelque chose d'utile. Il lui faut environ 1 heure pour faire le tour de l'île. Malheureusement, elle n'a pas trouvé de source d'eau douce. Par contre, elle découvrit quelques cocotiers. Marie réussit à faire tomber quelques jeunes noix de coco en lançant des pierres. Au moins, je ne mourrai pas de déshydratation, murmure-t-elle, satisfaite de cette petite victoire. En grimpant sur le point culminant de l'île, elle observe son environnement. La mer bleue s'étend à l'horizon. Y a-t-il un moyen d'appeler à l'aide? Elle attacha la nappe à une branche d'arbre, faisant ainsi un drapeau improvisé. Pour se faire remarquer. Toute la journée, elle guette l'apparition d'un navire au loin. L'après-midi, elle réussit à attraper un petit poisson à main nue. Bien qu'elle hésite à le manger cru, la faim l'emporte. Je vais survivre, se dit-elle. Et je leur montrerai que je suis plus forte qu'ils ne l'imaginent. Au soir du 2e jour, l'espoir de Marie commençait à s'estomper. L'eau commence à manquer et elle est épuisée par les coups de soleil et la fatigue. Elle est remontée sur le point culminant de l'île et a regardé l'horizon. Et là, c'est le miracle. Un petit point à l'horizon. Un bateau. Marie se leva et agita largement les bras. Par ici, cria-t-elle. À l'aide. Elle courut jusqu'à la plage, traversant le sable brûlant pieds nus. Elle tenait la nappe et l'agitait frénétiquement. Le bateau s'approche lentement. Le cœur de Marie bondit d'espoir. C'était un grand yacht, bien plus luxueux que celui de son père. À l'aide, continua-t-elle à crier jusqu'à ce que sa voix s'affaiblisse. Le yacht s'arrêta à environ 200 mètres au large. Une petite embarcation est descendue et 2 hommes y sont montés. Ils commencent à ramer vers la plage. Marie s'effondre à genoux, soulagée. Elle est sauvée. À mesure que le bateau s'approche, la silhouette d'un homme devient clairement visible. Il avait la peau bronzée et des yeux vifs, et portait une tenue de marin décontractée. L'autre homme semble être un jeune membre de l'équipage. L'homme le plus âgé a été le premier à débarquer lorsque le bateau a atteint la plage de sable. Et sa voix était grave et autoritaire. Oui, non, répond Marie, confuse. J'ai été abandonnée. L'homme s'approche d'elle et semble évaluer rapidement la situation. Ses yeux perçants étudient la silhouette épuisée de Marie et il passe immédiatement à l'action. Il donna des instructions à l'équipage, qui apporta rapidement une bouteille d'eau du bateau. Marie but avec reconnaissance. En humectant sa gorge, elle sent qu'elle reprend des forces. Je m'appelle James Montgomery, se présenta l'homme. C'est il m'appartient. Marie regarda l'homme avec surprise. Le propriétaire? Oui, c'est une propriété privée, dit James. Il se trouve que je passais par là pour le week-end. J'ai été surpris de voir quelqu'un sur l'île. D'habitude, personne ne vient ici sans autorisation préalable. L'expression de Marie mêle l'embarras et le soulagement. Je suis désolée. Moi, ma famille, parlons lentement, dit James avec douceur. D'abord, retournons au yacht. Tu as besoin de te reposer et de te nourrir correctement. Marie acquiesce et monte à bord du bateau avec l'aide de Jacques. L'intérieur du yacht est luxueux. Marie prit une douche, enfila des vêtements propres et fut escortée jusqu'à la salle à manger où James l'attendait. La table était garnie de mets légers et de boissons. Maintenant, dites-moi votre nom et pourquoi vous êtes ici, demande James calmement. Je m'appelle Mary Harrison. Et elle respire profondément. Ma famille m'a laissé sur l'île pour rire. James haussa un sourcil. Une blague? Marie lui raconte tout. Le yacht de son père? Le voyage en famille et le moment où ils l'ont abandonné en riant. Elle essaie de retenir ses larmes, mais sa voix tremble. L'expression de Jacques se durcit peu à peu. Ce n'est pas une blague, mais un acte illégal, dit-il avec une colère tranquille. Il s'agit d'une violation de domicile et d'un abandon. Votre famille pourrait en subir les conséquences juridiques. Marie leva les yeux au ciel, surprise. Des conséquences juridiques?
Non, je ne veux pas. Marie, James la regarde avec des yeux sérieux. Tu étais en danger de mort. Pensez à ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas passé par là. Ces paroles s'enfoncèrent lourdement dans le cœur de Marie. En effet, elle s'était trouvée dans une situation vraiment dangereuse. Moi aussi, j'ai été trahie par ceux en qui j'avais le plus confiance, dit James en racontant son histoire personnelle. L'ombre d'un souvenir lointain flotte dans ses yeux. Un homme qui était à la fois mon associé et mon ami proche a détourné des fonds de la société dans mon dos. Tout comme vous avez fait confiance à votre famille, je lui ai fait confiance. Et nous avons tous les deux été trahis. Marie fixe James en silence. Elle ressent une étrange empathie pour les paroles de cet homme d'affaires bien connu. J'aimerais donner à votre famille la punition qu'elle mérite, dit James à voix basse, mais pas par des moyens légaux, d'une manière plus éducative. Que voulez-vous dire, demande Marie. Jacques sourit. Parlez-moi de votre travail. Je veux savoir qui vous êtes vraiment. Marie a été surprise, mais elle a commencé à parler de son travail d'analyse des investissements, de ses projets réussis et de ses efforts qui n'ont pas été reconnus par sa famille. Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa voix reprenait de l'assurance. James l'a écoutée attentivement, posant parfois des questions pointues. Peu à peu, une lueur de respect est apparue dans ses yeux. Vous avez un talent exceptionnel, Marie, dit-il finalement. Et vous devriez être entourée de personnes qui l'apprécient à sa juste valeur. Le jour décline et le ciel étoilé est visible depuis les fenêtres du yacht. La conversation entre Marie et James se poursuit. Il se trouve des intérêts communs, et les sujets abordés vont des stratégies commerciales aux affaires mondiales. Demain, je te ramènerai sur le continent, dit James. Mais avant cela, j'ai une proposition à faire. Marie le regarde avec impatience. Mon groupe recherche quelqu'un qui possède vos capacités d'analyse, dit James d'un air sérieux. Je veux valoriser votre talent à sa juste valeur. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de prendre une décision immédiatement. Prenez le temps d'y réfléchir. Le cœur de Marie bondit. Était-ce le destin? Son expérience terrifiante sur l'île avait-elle ouvert une nouvelle porte? Merci, dit-elle. Je vais y réfléchir sérieusement. Le yacht de James retourne au port de Key West. Marie se tient sur le pont, se rappelant qu'il y a quelques jours à peine, elle est partie de ce même port avec sa famille. Contrairement à ce qui s'était passé alors, son cœur était maintenant étrangement tranquille. Tu as pris ta décision? Jacques se tenait à côté d'elle et lui demanda doucement. Marie détourna son regard de la mer pour le regarder. Oui, j'accepte ton offre. Jacques sourit de satisfaction. C'est une bonne décision. Rencontrons-nous au bureau de New York lundi. Ils se séparent à l'hôtel. Seule dans sa luxueuse chambre d'hôtel, Marie réfléchit à la suite des événements. Tout d'abord, elle doit contacter sa famille. Elle décroche avec hésitation son téléphone portable et appelle sa mère. Marie. La voix d'Elisabeth est pleine de surprise. Tu es saine et sauve? Oui. Maman. Je vais bien. La voix de Marie était calme. Tout le monde s'est inquiété de ce qui t'est arrivé. Elle pensait que c'était un mensonge. Vraiment? Mais vous m'avez tous laissé sur l'île. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. C'était l'idée de papa. Il pensait que vous auriez besoin d'un peu d'aventure. Aventure? Marie sourit amèrement. Maman, ce n'était pas de l'aventure, c'était de l'abandon. Ne sois pas si dramatique, dit Elisabeth d'une voix d'excuse. Nous avions prévu de revenir au bout de quelques heures. Mais la mer est devenue agitée. Encore un mensonge. Le temps avait été parfait. Ce n'est pas grave, maman. Un ami s'est arrêté sur l'île et j'ai été secouru. Je suis en sécurité dans un hôtel maintenant. Un ami? Quel ami? Rentre vite à la maison. Papa viendra te chercher. Non, ce n'est pas nécessaire, dit Marie calmement. Je pars à New York lundi. J'ai un nouveau travail. Quoi? S'exclame Elisabeth. Surprise. Mais qu'en est-il de ton travail à Boston? Je démissionne. Maman, je dois y aller. Je te recontacterai plus tard. Marie raccroche le téléphone. Ressentant un étrange sentiment de libération,
elle regarde par la fenêtre. C'était un nouveau départ. Le lundi suivant, Marie entre au siège de Montgomery International à New York. Depuis le bureau situé au dernier étage du gratte-ciel, une vue imprenable sur Manhattan s'offre à elle. James l'accueille chaleureusement et se met immédiatement au travail. Je veux maximiser vos capacités d'analyse. Commençons par évaluer nos nouveaux projets d'investissement. Le talent de Marie est rapidement reconnu. Ses analyses pointues et sa compréhension intuitive du marché ont permis à l'entreprise de réaliser d'importants bénéfices. James la félicite en public et la fait participer à des réunions importantes. Elle ressent une véritable reconnaissance et un respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pendant ce temps, elle réduit au minimum les contacts avec sa famille. Elle ne répondait que brièvement aux appels occasionnels de sa mère. Elle répondait rarement aux messages de Taylor. Un jour, James lui dit « Ta famille semble perplexe face à ton changement soudain. » Ils dînaient dans un restaurant huppé de Manhattan. Marie boit une gorgée de vin. Ils sont troublés par mon succès, pas par mon changement. Ils n'ont pas l'habitude de me voir reconnu. James a hoché la tête d'un air pensif. En fait, il y a quelque chose que je dois vous dire. J'ai enquêté sur l'entreprise de votre famille. Marie lève les yeux, surprise. Pourquoi? Au début, c'était de la simple curiosité. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. James baisse la voix. La société de ton père, Harrison Development, a des problèmes financiers. Quoi? Demande Marie, incrédule. Mais ils ont toujours, les apparences étaient peut-être bonnes. Mais la réalité est différente. Votre père poursuit une expansion déraisonnable depuis plusieurs années, et sa dette ne cesse de croître. Le nouveau yacht n'en est qu'un exemple. Marie reste sans voix. Leur mode de vie luxueux était-il en fait construit sur du sable? Par l'intermédiaire d'un groupe d'investissement, j'ai discrètement acheté leurs actions, poursuit James. Bientôt, je détiendrai suffisamment d'actions pour avoir une influence sur la direction. Marie regarde Jacques avec insistance. Essayez-vous de punir ma famille? Jacques lui rendit son regard directement. Je suis un homme d'affaires. J'ai juste trouvé une bonne opportunité d'investissement. Cependant, je pense qu'il y a des problèmes avec la direction actuelle de cette entreprise. Marie fut frappée par des émotions complexes. S'agissait-il de la vengeance qu'elle souhaitait? Ou simplement la réalisation de la justice? À quoi penses-tu? Demande Jacques. Je ne sais pas, répondit Marie avec honnêteté. Ils m'ont fait du mal. Mais ils sont ma famille. Oui, c'est pourquoi je respecte ton opinion. Décidons ensemble de la marche à suivre. Les mois passent et Marie est promue vice-présidente de Montgomery International. Son nom commence à apparaître dans les magazines économiques et ses analyses sont très appréciées dans le monde de l'investissement. Pendant ce temps, le plan de James progresse régulièrement. Il a acquis 40% des actions de Harrison Development et demande à siéger au conseil d'administration. Les contacts avec sa famille se multiplient également. Au début, il ne s'agissait que de brefs messages de sa mère, mais son père a fini par l'appeler à son tour. Marie, cela fait longtemps, dit George d'une voix moins rassurée qu'auparavant. On dirait que tu te débrouilles bien à New York. Oui, papa. Je suis très épanouie. C'est bien. Il marque une légère pause. En fait, je voulais te parler de la société. Marie perçoit dans la voix de son père une faiblesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Quelque chose ne va pas? Non, rien de grave. C'est juste qu'un nouvel investisseur est apparu et que la situation change un peu. Plus tard, Taylor l'a également contacté. 6. Tu es incroyable ces derniers temps. Sa voix était empreinte d'un respect qui n'existait pas auparavant. On devrait se voir un de ces jours? Marie a répondu froidement à ses contacts. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait simplement affronter sa famille sur un pied d'égalité. Un an plus tard, James et Marie se rendent à Boston. C'est le jour de la réunion du nouveau conseil d'administration de Harrison Development. James est devenu l'actionnaire principal. Habilité à déterminer l'orientation de l'entreprise. La famille Harrison est invitée à dîner avec James dans un restaurant haut de gamme de Boston. Marie entre dans le restaurant avec une excitation et une anxiété discrètes. Sa famille est déjà attablée,
le père George, la mère Elizabeth et la sœur Taylor. Leurs expressions sont raides et tendues. Lorsque Marie entre, les trois visages se tournent simultanément vers elle. Marie. Elizabeth se leva et tenta de prendre sa fille dans ses bras. Son attitude était clairement différente de celle d'avant. « Bonjour, maman », dit Marie calmement. George et Taylor se levèrent également et échangèrent des salutations maladroites. Ils semblaient tous attendre quelque chose. Une main secourable, une protection, ou peut-être un pardon. « Monsieur Montgomery n'est pas encore arrivé », demanda George avec anxiété. « Il sera bientôt là, dit Marie. Un silence pesant s'installe. Marie regarde ces gens qui la méprisaient autrefois et qui sont maintenant assis devant elle avec anxiété. Ils avaient perdu leur compagnie et leur crédibilité sociale avait décliné. L'arrogance d'antan n'était plus de mise. Et la porte du restaurant s'est ouverte et James est entré. Dès qu'ils le virent, les visages des trois Harrison se vidèrent de leur sang. L'expression de George, en particulier, changea radicalement. « Vous ?» George fixe James avec incrédulité. James s'approcha de la table et se plaça à côté de Marie. En souriant, il passe en revue la famille Harrison. « Cela fait un moment, monsieur Harrison, » dit Jacques à voix basse. « Permettez-moi de me présenter officiellement. James Montgomery. Je suis le propriétaire de l'île où vous avez abandonné votre fille. » Les mots disparaissent des trois visages. Ils fixèrent tour à tour Marie et James. À court de mots. Santé. Marie lève sa coupe de champagne et regarde sa famille assise autour de la table. Dans le crépuscule d'été, les rues de Manhattan brillaient d'un éclat doré depuis le Penthouse de New York. À notre nouveau départ, dit-elle en faisant teinter ses verres. 3 années s'étaient écoulées depuis cette confrontation choquante. James avait complètement pris Harrison Développement sous son aile et avait confié à George le poste de directeur d'un nouveau projet à petite échelle. L'ancien George S. Steele avait désormais appris l'humilité et utilisait ses talents dans un cadre limité. Les résultats du récent programme de développement des jeunes talents sont excellents. Papa dit Marie en souriant à son père. George hocha la tête d'un air un peu penaud. C'est grâce à vos conseils. Taylor a quitté le cabinet d'avocats et travaille désormais pour une organisation à but non lucratif. Ses connaissances juridiques sont utilisées pour aider les plus démunis. J'encourage ton procès pour l'environnement qui aura lieu la semaine prochaine, dit Marie à sa sœur. Merci, répond Taylor avec sincérité. Et la relation entre les deux sœurs est passée de la compétition à la coopération. C'est Elizabeth qui a subi le plus grand changement. Elle avait obtenu un diplôme de thérapeute familiale et donnait désormais des conférences sur le thème de la construction de vraies relations familiales. La conférence de la semaine dernière a été un grand succès, se réjouit Elizabeth. Je pense qu'elle a permis à de nombreuses personnes de réfléchir à la véritable signification de la famille. James sourit doucement à côté de Marie. Il avait respecté la décision de Marie de choisir la reconstruction plutôt que la vengeance. Et la punition infligée à la famille Harrison n'était pas de la détruire, mais de lui donner l'occasion de devenir une vraie famille. Maintenant, un mot de moi, dit James en levant son verre. Nous faisons tous des choix dans la vie. Qui aimer, à qui faire confiance, qui appeler famille. Les liens du sang sont une coïncidence, mais les vrais liens sont créés par choix. Il adresse un léger regard à Marie. Tous deux étaient devenus de bons partenaires, se soutenant l'un l'autre dans leur travail et leur vie privée. Ce n'était pas une relation romantique, mais leur lien était plus profond que cela. Enfin, Marie s'est levée et a levé son verre. Une vraie famille. Ce sont les gens qui font ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Des gens qui acceptent les faiblesses de chacun, qui célèbrent les forces et qui s'aident mutuellement à grandir. Elle a regardé ses parents et sa sœur. Des larmes brillent dans leurs yeux. Nous avons pris un chemin détourné, mais je pense que nous sommes enfin devenus une vraie famille. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières de Manhattan commencent à s'allumer d'un seul coup. Comme le début d'une nouvelle nuit, un nouvel avenir s'ouvre devant eux. Marie fit teinter son verre avec celui de James et sourit légèrement. Parfois, les pires événements de la vie peuvent être à l'origine des meilleurs tournants. Le jour où elle a été abandonnée sur l'île a été le jour le plus sombre de sa vie. Mais aujourd'hui, avec le recul, elle pense que c'était le premier pas vers la lumière.